Hey, merci beaucoup. Merci. Vas-y, tu peux y aller. Bon matin tout le monde. Super content là, de vous voir ici et puis super bel événement. Je m'appelle Raphaël Godreau. En fait, moi j'ai un background en génie logiciel et ensuite là, je suis chef d'orchestre logiciel chez Eva. Eva, c'est un projet sur la chaîne de blocs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Dardan Sufi. Moi, pour ma part, je suis chef d'orchestre opérationnel chez Ava. J'ai un background, en fait, j'ai étudié en sciences politiques, là, c'est vraiment pas connecté à la chaîne de blocs. Militaire de formation pendant 3 ans, et voilà, j'atterris ici. Et en fait, comment va prendre forme cet échange-là qu'on va avoir? On va d'abord parler, en fait, du projet en tant que tel, bon, de la problématique, de la solution qu'on vise à apporter. Et ensuite, on va décortiquer cette solution-là en abordant sa technologie. Donc, comment la décentralisation, comme l'a mentionné euh, Quentin plus tôt, parvient à accomplir ces objectifs-là pour ce problème-là. Le problème auquel on s'attaque, c'est le problème de la mobilité. On constate que la mobilité est un des enjeux criants du 21e siècle. On parle de trafic, d'infrastructures, d'alternatives écologiques. Peu importe, on est dans un monde dont on se déplace beaucoup plus régulièrement, dont nos capacités de mobilité augmentent. Et donc ça apporte aussi son lot de problèmes. Parce que on a des entreprises qui maintenant viennent s'établir dans des villes, dans des communautés, pour agréger l'économie. Quand elle a mentionné en bas, je pense, quand il parlait de moi, il y a où le problème en fait avec les entreprises centralisées, il a mis l'exemple de Uber, et là, c'était écrit monétiser vos informations. Mais en fait, non seulement elles monétisent l'information, mais ces entreprises-là viennent chercher 25 de l'économie locale pour l'exporter dans des pays avec des avantages fiscaux, disons-le comme ça. Donc, prenons le cas de Uber, qui est un modèle dans lequel on a aussi au Québec, à Montréal, Pagatino. Uber s'établit dans une ville, offre une technologie qui a une expérience client quand même, là, somme toute, vraiment très agréable. Et donc, il y a des courses qui s'effectuent. De chacune de ces courses-là, le quart de cette course est pris et est réinvesti au siège social européen à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc, c'est de l'économie c'est de la valeur qui est créée ici, au Québec, à Montréal, à Québec, à Gatineau, et qui est ensuite délocalisée pour enrichir l'entreprise, ses actionnaires et leurs projets. Et c'est un phénomène qui tend à croître dans des villes, par exemple, comme Londres, Paris, ou par exemple euh, toutes les autres grandes villes dites développées entre chevrons français. Uber tend à prendre une part de marché plus grande. Je mentionne Londres et Paris parce que Londres et Paris sont des villes où l'industrie traditionnelle, à savoir le taxi, sont des emblèmes là, iconiques de ces villes-là. Le Black Cab, le Yellow Cab sont des, sont, sont des fortifications et pourtant ces entreprises-là, ces nouvelles entreprises-là de mobilité arrivent à les délocaliser, je dirais, à les repousser en délocalisant l'économie. Et la solution, comme l'a mentionné Raphaël, donc je vais le laisser Oui. décrire. Donc, Donc, pour résumer en concordance avec ce que Dardan disait, c'est vraiment un problème qu'on a au niveau des produits digitaux qui se retrouvent dans notre société au 21e siècle. Comme par exemple, on parle des produits comme Airbnb qui arrivent, qui apportent des solutions technologiques qui sont distribuées un peu partout. Donc, un app, par exemple, ça se déploie très bien dans plusieurs marchés un peu partout dans le monde et le résultat de ça, c'est la délocalisation de plusieurs industries. Donc, on parle d'entreprises qui sont centralisées, qui viennent d'un point de vue central dans le monde et qui s'installent dans des marchés un peu partout et qui prennent le titre d'économie collaborative parce que les acteurs à l'intérieur de cette économie-là, il y a des producteurs de services et ensuite il y a des consommateurs, mais le tiers parti qui donne ce service-là est foncièrement géolocalisé dans un endroit qui est vraiment loin de où la business se passe. Donc, nous, on trouvait que il y avait un problème à ce niveau-là, parce que en ce moment, partout dans le monde, on voit, en termes du transport de personnes, on voit cette industrie-là qui prend beaucoup de parts de marché année après année. Et puis, on avait besoin d'une solution parce que on s'est dit, il y a une meilleure manière de faire les choses.
Et c'est là où est née Eva. Et Eva, en fait, plus spécifiquement, Eva est née là, dans une situation très concrète. En octobre dernier, au Québec, on avait des discussions là, qui faisaient couler de l'encre et des pixels, à savoir le 35 heures des formations là, de Uber, du taxi. Là, c'était le bordel chaotique. Là. Personne ne savait ce qui allait se passer. TVA Nouvelle, Radio-Canada martelait le sujet pendant des semaines. Et on trouvait ça problématique qu'une entreprise ait autant de non seulement de pouvoir, mais de pouvoir de manipulation, de dire, ben, nous, on quitte, c'est la décision qui est prise par l'entité mère, on quitte le Québec, on laisse tous nos partenaires chauffeurs qui sont des travailleurs autonomes, sans emploi, dans la précarité. Et donc, bref, de là est née Eva. Eva, c'est quoi? Eva, juste en passant, le support visuel est en anglais, seulement pour accommoder les personnes qui sont anglophones ou allophones, mais qui comprennent mieux le français. Disclaimer. On revient. Donc, Eva, en fond, Eva, c'est quoi? C'est une application coopérative de covoiturage basée sur la chaîne de blocs. C'est ultimement la même offre de service que Uber. Donc, pour l'utilisateur, il n'y a pas de différence. Or, derrière, il y a un système qui est réellement collaboratif et une technologie qui est complètement décentralisée. Donc, avec le blockchain ou la chaîne de blocs, Quentin parlait ce matin, à la dernière présentation, de contrat intelligent. Foncièrement, un contrat intelligent, c'est une logique algorithmique qui est déployée sur la chaîne de blocs. Et puis, il est possible de faire des applications avec cette même logique-là décentralisée. Donc, au lieu d'avoir le paradigme client-serveur, donc par exemple, moi, j'utilise l'application Uber, j'ai mon téléphone, et après, il y a les serveurs d'Uber, c'est cette communication-là. Maintenant, on utilise ce paradigme-là où on parle de client et de blockchain. Donc, il y a plusieurs nœuds à l'intérieur du monde, et puis ce réseau-là est transparent, décentralisé. Donc, nous, c'est le cas de notre contrat intelligent, c'est la logique contractuelle de ride-sharing, de covoiturage. Donc, c'est par exemple un conducteur qui se met en ligne. C'est un passager qui dit « Moi, je veux aller de ce point A-là au point B. » Et c'est le conducteur qui dit « Moi, j'accepte cette course-là. Moi, je prouve ma géolocalisation. » Et le blockchain se voyait comme une méthode de prouver que quelque chose se passe à un moment précis, ce qui est très utile dans le cas contractuel de covoiturage de personnes, en plus de l'échange économique entre le passager et le conducteur dans notre écosystème. Donc, dès le début d'EVA, on s'est dit qu'il faut vraiment faire ça sur la chaîne de blocs parce que ça a un potentiel mondial. Ça permet de faire une entreprise comme Uber, avec des pratiques qui sont transparentes, avec un réseau qui est totalement distribué un peu partout dans le monde, où il est impossible, d'une manière assez... de pouvoir être plus ouvert, mais de ne pas vendre les données des gens. Donc, de là est née Eva. Et puis, cette application-là utilise le blockchain pour sa logique serveur. Donc, il y a cette logique contractuelle-là de covoiturage. Raphaël a mentionné un point important. Il a dit ouvrir sans trop ouvrir. En fait, ce qui est intéressant de la blockchain, c'est un peu ironique parce qu'on dévoile l'information générale à tous, ce qui fait en sorte que cette information-là n'est plus privatisée, n'est plus détenue par une seule entreprise, mais elle appartient à la communauté au sens large. Les informations, les données personnelles, c'est-à-dire votre prénom, votre nom, elles ne sont pas accessibles. Mais les données, par exemple, sur les déplacements, dans le cas de Eva, ou c'est comme par exemple dans le cas du Bitcoin, les transactions, elles sont dans le livre ouvert de la chaîne de blocs, ce qui fait en sorte que, par exemple, les municipalités, les gouvernements locaux ont accès à leurs déplacements. C'est rendu que la ville de Boston doit soudoyer Uber pour avoir l'accès aux déplacements de ses propres citoyens. Je veux dire, il y a quelque chose de malsain à l'intérieur. Mais quels sont les avantages? En fait, comment on construit en fait là, Eva? D'abord, Eva se distingue d'Uber d'abord par son modèle coopératif. Vous l'avez remarqué, le point coop n'est pas seulement parce que le nom de domaine .com était plus cher, mais c'est aussi parce que c'est le modèle d'entreprise que l'on décide d'adopter. En fait, comment Eva s'applique dans la vie, en fait, c'est dans chaque communauté ou juridiction relative au transport, on encourage les communautés locales à elles-mêmes créer une entreprise, qu'elle soit une coopérative ou peu importe, idéalement une coopérative, parce que bon, les valeurs collent, à elles-mêmes créer leur propre franchise pour opérer selon les réglementations et les lois en vigueur. Ce qui fait en sorte que, dans le cas du Québec, on a la coop de solidarité EVA, la coopérative EVA, qui, elle,
est responsable d'appliquer les normes légales, d'appliquer toutes les normes de sécurité pour pouvoir rendre opérationnelle l'application dans le vrai monde. Ce qu'on entend par là, par exemple, c'est les 35 heures de formation et ces histoires-là. Les coopératives, c'est quoi? Une coopérative, en fait, c'est une entreprise détenue par ses membres, un peu comme Desjardins, là, si on peut faire un parallèle. Donc, les membres décident de la tarification, donc par kilomètre, par temps, par minute, décident de la majoration de prix selon l'offre et la demande, mais peuvent également décider comment le service va être implémenté. On est, par exemple, à New Delhi, en Inde, une coopérative à vol, on parle, on spécule, et les gens sont intéressés par exemple, à avoir, oui, l'option certes véhicule, mais l'option, par exemple, tuk-tuk, là, à 3 roues. Ben, peuvent collaborer avec nous pour introduire ça dans l'application ou le faire elle-même pour l'avoir personnalisé. La solution également, comme on a dit, on propose la chaîne de blocs, ce qui fait en sorte que nos frais d'opération sont diminués. La chaîne de blocs ne requiert pas, là, on n'a pas besoin de couvrir les frais pour des serveurs. On n'a pas besoin de couvrir des frais pour de la sécurité informatique, là, comme le fait par exemple là, les entreprises centralisées comme Uber, Facebook. Le protocole lui-même du blockchain, par exemple, comme pour une entreprise comme la nôtre, nous, foncièrement, donne un protocole qui est sécure en utilisant la cryptographie. Et puis, ce protocole-là, en soi, par exemple, on parle du réseau Bitcoin, qui est le plus vieux blockchain qui existe, c'est le premier. On parle d'une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars et puis il ne s'est jamais prouvé hacké en tant que tel. Donc maintenant, avec toutes ces nouvelles plateformes-là de blockchain, quand on entend parler de hack ou quoi que ce soit ou de problèmes de sécurité, c'est souvent quand il y a des entités centralisées qui sont des points d'entrée à l'intérieur du blockchain qui se font hacker. C'est donc des serveurs d'échange dans lesquels les gens achètent avec des dollars ou peu importe d'autres crypto-monnaies et transigent sur le blockchain pour échanger des monnaies. C'est ces échanges-là qui se font détruire et non le protocole en soi. Et en fait, l'avantage que ça offre, les gens vont dire, on s'en fout là, que ce soit sur la chaîne de blocs, que ce soit des coopératives. C'est quoi l'avantage réel? Mais en fait, l'avantage réel, c'est que le membre conducteur qui effectue la course obtient plus et on peut même réduire le tarif des courses pour les membres passagers de la coopérative. Donc, tu sais, l'expérience ici client est améliorée d'abord par l'optimisation des coûts défrayés, mais également aussi par la relation d'économie sociale que ces deux individus-là ont. Ce n'est plus juste un simple partenaire chauffeur en précarité là, qui craint pour son emploi. C'est maintenant un membre d'une coopérative comme vous. En gros, aussi, ce que ça permet, le blockchain, c'est d'avoir des entreprises où les actionnaires seraient distribués un peu partout dans le monde et qui donnent ce framework-là ou ce gabarit légal-là qui fonctionne imbriqué à l'intérieur même d'une économie pour que plein d'individus avec un jeton ou par exemple des sécurités puissent prendre des décisions, puissent voter, puissent recevoir des dividendes. Ça permet un modèle d'entreprise qui est décentralisé et qui est distribué un peu partout à travers le monde. Donc, on parle ici de plusieurs possibilités parce qu'il est maintenant possible de pouvoir créer des produits digitaux dont les utilisateurs deviennent les actionnaires. Donc, par exemple, moi, j'utilise Facebook, j'utilise Uber. Quand j'utilise Facebook, un gros problème que j'ai, c'est que je ne suis pas le client, mais le produit. En fait, on vend mes données pour pouvoir m'afficher des publicités et puis que moi, j'achète ces publicités-là. C'est un gros problème en soi parce que l'ingénierie va faire qu'on va toujours être plus addictif, on va toujours voler encore plus de nos informations. Et puis, ça, c'est vraiment problématique en point de vue d'utilisateur, en point de vue de tous les milliards de personnes qui utilisent des plateformes comme ça. Donc, il y a maintenant une possibilité, c'est de pouvoir créer des produits dont les utilisateurs eux-mêmes sont les actionnaires, sont les gens qui bénéficient de cet écosystème-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec le covoiturage et c'est ce qu'on commence bientôt. Donc, c'est maintenant les conducteurs qui sont les membres à l'intérieur même de cet écosystème-là qui reçoit les bénéfices de l'application en soi. Donc, juste rapidement avant d'aller à l'écosystème, en fait, c'est un peu les assises fondamentales de EVA qui sont les données, l'économie, la mobilité, le tout avec la vie, la liberté et la localisation. Raphaël a parlé tantôt
une espèce de un pouvoir d'actionnariat au sein de la. Je dis actionnariat, qui n'est pas le terme légal réel, on se comprend, euh, au sein du système de la chaîne de blocs. En fait, il est possible maintenant, avec la distribution d'un jeton ou d'une sécurité, de redonner le pouvoir réel de l'entreprise et de sa propriété aux communautés participantes. Donc, tous les intérêts impliqués, tous les acteurs impliqués ont un intérêt à participer et au développement de l'écosystème. Tu en parler ou... Non, vas-y. En fait, Garde-toi. Ouais. en fait, comment on se concentre vraiment sur Eva parce que bon, c'est pourquoi on est ici, mais je veux dire, ça peut s'appliquer à d'autres sujets. Comment le système économique d'Eva fonctionne? En fait, c'est vraiment fort simple. D'abord, on définit le vieux monde économique, qui est le monde actuel dans lequel on est, et le nouveau monde économique, qui est le monde sur l'univers de la chaîne de blocs et des crypto-monnaies. On voit ici une flèche verte qui est une entrée d'argent. Et donc, le membre passager, c'est le consommateur, c'est ultimement lui qui va débourser un frais pour se déplacer du point A au point B. Donc, le membre passager débourse un frais. Le tout, il y a une erreur ici. Le tout va dans le contrat intelligent que nous avons développé, ce contrat intelligent-là qui est immutable, avec la technologie EOS, pour laquelle on va revenir, puis on va expliquer un peu les différences là, de fonctionnement des autres blockchains. Et comment les fonds sont redistribués? Traditionnellement, par exemple, chez Uber, c'est 75% au chauffeur, 25% chez Uber. Simple. Alors que chez Eva, c'est un tantinet différent. D'abord, il y a un 1% qui va à la fondation Eva, qui, elle, produit, développe la technologie, la met à jour, avec différentes autres compagnies qui collaborent à son développement. Ensuite, il y a un 10% qui va au trésor d'écosystème, pour lequel je vais revenir dans un instant. Pardon, c'est 4% qui va au trésor d'écosystème. 10% qui va à l'entité locale, la coopérative. C'est un 10%-là qui est flexible, c'est-à-dire les membres décident de combien ils veulent prendre. Ils peuvent prendre 5%, ils peuvent prendre 7%, ils peuvent prendre 3%, dépendamment de leurs besoins de mise en marché, de commercialisation, d'opération et ainsi de suite. Et donc, le membre conducteur reçoit le reste, donc, c'est-à-dire dans ce schéma-là, 85%. Du 4% qui va à l'écosystème de trésor, et c'est là où c'est les actions, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. Ce 4%-là est redistribué à tous les détenteurs du jeton EVA. Donc, tous ceux qui détiennent un jeton EVA et qui le mettent en réserve, qui le stake, ont accès à ce 4%-là qui leur est redistribué. C'est comme une forme de revenu passif, ce qui fait en sorte, dans un exemple concret, qu'un membre conducteur reçoit un incitatif pour participer dans l'écosystème parce qu'en plus d'avoir un revenu augmenté de 10% avec EVA plutôt qu'avec Uber, s'il détient des jetons qui sont des jetons spéculatifs sur les marchés de crypto-monnaies, il perçoit de manière proportionnelle ce 4%-là de chacune des courses qui est effectuée dans tout l'écosystème. Donc, l'avantage que ça a, c'est que maintenant, ce genre de transaction-là peut se faire directement et de manière décentralisée à travers un contrat qui est écrit et déployé sur la chaîne de blocs. Donc, dans la logique contractuelle de covoiturage qu'on vous parlait, tout ça se passe de manière décentralisée et automatique. Donc, par exemple, à chaque course, les dividendes ou les rewards, comme on dit en anglais, sur ce trésor d'écosystème-là est directement distribué à tous les gens qui ont des jetons eux-mêmes à l'intérieur de l'entreprise, de l'écosystème. Et c'est vraiment intéressant, ça permet aussi d'avoir une entreprise qui, comme on disait, met en relation les différents acteurs impliqués. Dans le cas des membres, conducteurs, passagers, eux vont participer à la gouvernance de la coopérative de l'entité locale. On parle tantôt de la tarification, mais dans le cas, par exemple, des détenteurs de jetons, c'est au niveau de la fondation, dans le développement technologique. Donc, tout le monde a son mot à dire dans son développement. Ce n'est pas quelques actionnaires, un PDG, puis un CA quelque part dans le monde qui décide. C'est vraiment les communautés qui participent au tout. Et donc, là, en fait, c'est un peu ce qu'on parlait ici, là, avec le jeton. Ces gens-là, ensuite, après, ils peuvent cash in, cash out, les fonds générés de ce revenu-là passif, de ce revenu-là qui provient des récompenses là, de chacune des courses. Dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il est vraiment possible avec la chaîne de blocs puis les contrats intelligents de pouvoir créer toutes sortes de modèles d'entreprise. Parce que maintenant,
dans la vieille économie, comme on aime l'appeler, qui est l'économie présente, là, qu'on utilise en dollars canadiens, et puis fiat, comme les gens aiment appeler, dans l'écosystème du blockchain, c'est qu'on est limité au modèle d'entreprise dont notre société a créé au niveau juridique. Comme par exemple, une société Inc., une coopérative par exemple, où on redistribue des ristournes à ses membres, où on écrit ce même code de redistribution, mais à l'intérieur, par exemple, d'un contrat d'actionnaire ou, par exemple, de régie interne d'une coopérative, bien maintenant, c'est laisser libre arbitre à la créativité des entrepreneurs en soi, parce que cette logique-là peut être codifiée dans un langage de programmation, peut être déployée dans un écosystème et dans la blockchain et s'imbriquer dans l'économie. Donc, ça n'a pas le choix d'être respecté, par exemple. C'est parce que ces actions se produisent directement quand les fonds sont transigés à l'intérieur même de la blockchain. Donc, cette logique contractuelle qui redistribue les fonds aux conducteurs, à la coopérative, le tout se produit là, de manière décentralisée sur la blockchain sans la nécessité d'un tiers parti. C'est ce qu'on appelle en fait une entité autonome décentralisée. Le tout que vous voyez là, ce graphique-là, avec l'interaction un peu de tout le monde, puis les transferts de fonds qui vont un peu partout, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'avoir là, une entité assez sécure qui se régule par elle-même, qu'elle se régule par ses membres, par sa technologie. Et donc, on parle en gros de gouvernance, mais tout le monde a son mot à dire dans ce qui le concerne à proprement parler. On va peut-être parler aussi également, avant de passer aux étapes suivantes, de la technologie que l'on utilise, parce que on nous parle souvent de blockchain, ça nous arrive quand même régulièrement. Un peu les gens, ils nous parlent, écoute, tu penses quoi de la pollution environnementale? Moi, tu veux dire quoi? Je ne comprends pas un peu le lien, parce que la technologie qu'on utilise ne requiert pas ce qu'on appelle là, les bitfarms, ces entrepôts-là de mineurs qui fonctionnent par exemple avec l'algorithme de preuve de travail. Oui, ce matin, Quentin parlait là, des 3 générations sur la chaîne de blocs. La première génération est arrivée avec le Bitcoin. Donc ici, on parlait généralement, Bitcoin et les forks qui ont suivi, on parlait généralement de crypto-monnaie. Donc la logique contractuelle sur la chaîne de blocs était primitive, était vraiment la plus simple. C'était celle d'un registre ouvert où, par exemple, des acteurs s'échangent des fonds et puis chaque transaction a la même structure. On parle ici d'un acteur qui envoie des fonds d'un point A à un point B. Ça, c'était la première génération de la chaîne de blocs. Donc, la structure, par exemple, le blockchain, là, grosso modo, c'est une structure de données qui est déployée, qui est décentralisée et qui est intègre. Donc, cette structure de données-là, dans la première génération, c'est seulement une base de données qui est un registre ouvert de transactions monétaires. Ensuite est arrivée la deuxième génération où ça a commencé à être vraiment hot. Les technologies comme le réseau Ethereum, le réseau Ethereum ont permis l'arrivée de ces contrats intelligents-là, mais le problème était dans l'algorithme de consensus qui était le même que Bitcoin. Donc, depuis le début des réseaux blockchain, on utilisait la preuve de travail. La preuve de travail, c'est quoi? C'est le problème mathématique dont on parlait. C'est vraiment de pouvoir fournir une preuve quantifiable d'électricité qui est dépensée, donc une dépense qui est faite, pour pouvoir obtenir la réponse à un résultat, pour montrer l'engagement d'un utilisateur dans le réseau, pour éviter justement qu'on ait là, un peu des gens qui flouent le réseau et puis qui enlèvent son intégrité. Donc, le problème avec ça, c'est que c'est super difficile, c'est pas efficient en termes c'est pas optimisé en termes de coûts. Donc, il y a eu de nouvelles alternatives qui ont été proposées qui s'appellent la preuve de soutien. Ça, la preuve de soutien, c'est quoi? Moi, pour prouver mon intégrité, je dépose un certain montant d'argent et puis on me l'enlève si je suis pas intègre. C'est la même chose qu'en cas, moi, je m'en vais à l'hôtel pour éviter que je puisse, par exemple, détruire ma chambre d'hôtel. Je dépose, par exemple, un 200 au début de mon séjour et on me redonne à la fin. Donc, c'est exactement le même principe. C'est que les gens qui s'occupent de pouvoir, les block producers ou les nœuds à l'intérieur du réseau, c'est des gens qui déposent un certain montant d'argent et on leur donne du travail relativement au montant d'argent qu'ils ont déposé à l'intérieur
du système. Donc, ils n'agissent pas comme des acteurs intègres, ils se font enlever et perdent leur argent. Et en fait, c'est vraiment un système de confiance. La preuve d'enjeu délégué, là, c'est basé sur la confiance. S'il y en a un qui fait pas l'affaire, la communauté, donc ceux qui ont des jetons dans cette chaîne de blocs-là, peuvent retirer ce producteur de blocs-là, ce nœud-là, qui, par exemple, n'effectuerait pas un bon travail. Et puis, Eva, nous, on se base sur une technologie qui est la troisième génération de la chaîne de blocs, qui est un blockchain de produits, de contrats intelligents, comme Ethereum, sauf que cela s'appelle EOS. Et au lieu d'utiliser la preuve de travail dont les gens parlent dans les médias, là, par exemple d'Hydro-Québec, qui prend beaucoup d'électricité, il s'agit ici de la preuve de soutien. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir 16 transactions par seconde dans tout le réseau dans le monde, ce réseau-là est capable d'avoir 100 000 transactions par seconde. Donc, on parle là, de vraiment un upgrade en termes d'efficacité. Ouais. Donc, ça rend possible des applications comme Eva, par exemple. Parce que sinon, nous, par exemple, en callant une ride, ben, ça prend peut-être 10 minutes de temps d'attente pour pouvoir recevoir une réponse, que ça s'écrive dans la base de données. C'est impossible de faire du covoiturage. Et puis là, c'est super excitant parce que ça a été lancé en juin 2018. Et puis là, on est dans les premiers moments de l'humanité où c'est possible de faire des applications hyper rapides, grand marché et qui sont décentralisées. Rapidement, on va passer en parlant de l'équipe. En fait, ça, c'est tout disponible en ligne sur le site de Eva, eva.coop, là, qui est indiqué ici. Il y a un document qui s'appelle le papier blanc, le white paper, qui est dans le processus de traduction en français. Donc, il y a toute une équipe qu'on a constituée pour développer le tout avec différents partenaires dont on en remercie beaucoup, soit dit en passant. On va peut-être aller tout de suite au roadmap, parler aussi de la bêta également, je pense que c'est plus intéressant. Oui, il y a 5 minutes, on va parler de la bêta, en fait, juste la bêta. En fait, juste pour vous expliquer un peu l'histoire, nous, Oui, on le fait. Puis, en janvier dernier, au Québec, il faut un projet pilote pour faire du covoiturage, étant donné qu'il y a une zone grise législative qui fait en sorte que bon, Uber est arrivé, mais il n'était pas légal ni illégal. Ça a créé un tollé parce que l'industrie du taxi avait un droit acquis. Alors, nous, on a fait notre demande d'arrêté ministériel au mois de janvier dernier. Après 9 mois, on arrive au mois de septembre, on n'a pas eu de nouvelles. 9 mois, c'est énorme. 9 mois, c'est le temps de gestation pour une femme. Je veux dire, on peut faire beaucoup d'affaires en 9 mois. Et on a décidé de faire une sortie médiatique au mois d'août pour commencer à faire parler de nous autres. On a commencé à s'impliquer auprès de différents politiciens à titre de lobbyistes pour Eva. Et bon, il y a eu un changement de gouvernement. Et on a décidé quand même de lancer notre version bêta hier, le lundi 29 octobre. On a fait notre lancement officiel de l'application qui est disponible sur le Apple Store et le Google Play Store de la version bêta. La version bêta, c'est quoi? La version bêta, c'est une période de test. Vraiment, on ne peut pas encore faire de ride parce que tous les prix sont de 0 $. On peut appeler une ride, mais il n'y a pas encore de conducteur qui va nous prendre parce que le prix est nul. Donc, il n'y a pas d'incitatif. Il n'y a pas d'incitatif, le conducteur, de donner la ride. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir tester. Au début, honnêtement, on voulait lancer dans la version bêta directement les courses. Mais là, on n'avait pas encore eu de retour officiel du ministère des Transports. Et puis là, il y a un retour positif. Donc, on ne veut pas opérer dans une zone grise législative en attendant d'avoir avec la réponse qu'on a eue, parce que ça serait comme un peu là, se tirer dans le pied, parce qu'on a une réponse positive du gouvernement pour pouvoir opérer en termes de covoiturage de transport. Et donc, on va vous montrer une vidéo qui a été partagée sur YouTube par un des fans d'Eva. Oui, il y en a, croyez-le. Et donc, ça montre un peu là, l'interface membre-conducteur, l'interface membre-passager, puis...
En fait, c'est intéressant parce que dans la vidéo, on voit à un moment donné le curseur insérer les informations de carte de crédit. Notre objectif, en fait, avec Eva, c'était, on avait un objectif, je veux dire, outre le covoiturage, puis la prise de marché, et ainsi de suite, c'était de démocratiser la chaîne de blocs. Parce que souvent, les produits sur la chaîne de blocs, c'est tant des produits où c'est compliqué, il faut être des clés privées, des clés publiques, il faut vraiment que tu sois un geek pour avoir accès à ça. Nous, notre application, c'est un produit de masse que n'importe qui peut utiliser. On utilisait comme référence nos grands-mères. On veut que nos grands-mères puissent prendre notre téléphone, là, insérer leurs coordonnées bancaires, là, puis ne pas savoir que ça, c'est sur la chaîne de blocs. Ne pas savoir qu'il y a un modèle coopératif derrière. Seulement se déplacer du point A au point B. Et c'est ce qu'on réalise avec cette version bêta-là, qui est une version bêta qu'on teste avec des partenaires chauffeurs actuels à Montréal, qui le font bénévolement. Mais comme je disais, ce n'est pas une version à vocation commerciale. Donc, on vous invite, si vous avez des téléphones Android ou iPhone, à télécharger l'application. Là, appelez-vous pas des courses, il n'y a personne qui va venir vous chercher. Mais à télécharger l'application, à idéalement donner un bon rating. Mais également aussi peut-être juste pour les fonctionnalités. Nous, l'idée, là, c'est de prendre le feedback des gens, savoir bon, est-ce que c'est intuitif, les données? Est-ce que quand vous allez sur le menu, il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Donc, toutes ces données-là, on veut les avoir le temps qu'on finalise notre entente avec le ministère des Transports du Québec avant le lancement officiel de la première version officielle de l'application. C'est pas mal la dernière slide. Ouais. Et en fait, on vous invite là, à rester connecté. On a plusieurs réseaux sociaux. En fait, je pense qu'on est branché dans pas mal tout, quasiment, dans les généraux. Si jamais vous passez dans le Myland, dans Montréal, vous pouvez arrêter à nos bureaux. On est toujours là. Puis on va avoir une période de questions, là. Oui, puis ce qui est important aussi à retenir, c'est que en ce moment même, là, oui, il y a eu une chute en termes des marchés de crypto-monnaies, mais c'était vraiment une spéculation. Et puis là, il y a eu beaucoup de projets qui n'ont rien livré, qui étaient prometteurs en 2017. Mais là, c'est qu'avec des blockchains comme EOS qui ont environ là, 100 000 transactions par seconde, qui permettent vraiment de scaler pour faire des produits grand marché. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment le début là, de ces applications-là arrivant sur le marché, sur les App Stores, sur le Play Store, et puis qui sont super simples à utiliser. Et puis, les gens vont adopter le blockchain parce qu'il y a des avantages à l'adopter en raison là, des bénéfices. Puis, on assiste vraiment au début de ça, là. On est comme en 1996 sur ce nouvel Internet-là qui détruit maintenant les frontières économiques. Le premier Internet détruisait les frontières au niveau de la communication pour partager l'information. Maintenant, on parle de frontières économiques et puis on est au début et ensuite là, on assiste aux premiers modèles là, qui sont rapides et qui sont faciles à utiliser. Donc, c'était notre conclusion. On vous remercie de votre temps. Merci. C'est le matin, là, il est 9h50. Vous êtes là, ça apprécie. En train de télécharger l'application, hein, je compte sur vous. Bon, la faire sauter. Et puis, s'il y en a qui sont partants pour faire des riders de test à Québec, je pense qu'ils sont on a un problème parce que au niveau de la technologie, c'est par exemple, il y a des coopératives un peu partout dans le monde qui doivent s'inscrire dans le contrat intelligent et doivent définir c'est quoi leur zone géographique, leur prix et tout ça. Donc, il n'y a pas encore de zone à Québec. la période, on pourrait la zone, débloquer. ouais, on peut le débloquer. Est à Montréal. Donc, les gens qui s'en vont sur l'application en dehors de la position géographique de Montréal, ils disent « Oups, il n'y a pas de communauté EVA dans votre location. » Mais, je veux dire, il faudrait l'ajouter, ça serait bien. Ouais. Mais attends, Ouais, je pense que ça fera plaisir au ministre tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il pourra faire ouais, il va ça. pouvoir la télécharger. Ouais. C'est ça que je voulais justement faire remarquer parce que j'ai téléchargé l'application, j'ai reçu le code de confirmation et ça m'a dit exactement ça, c'est que je pouvais pas faire grand chose à part me déconnecter. La raison étant. Raphaël au boulot. C'est ça, c'est ce qui vient d'être expliqué, donc ça c'est cool. Sinon, je vois que c'est ça, vous optez pour le modèle coopératif. J'ai vu le soutien de la Caisse d'économie solidaire, ce qui pour moi c'est un garant de c'est vraiment très crédible comme modèle coopératif. Vous disiez aussi que les retours, les 10% qui retournent aux membres, aux détenteurs, détentrices de tokens, que c'est pas comme une ristourne, mais dans un modèle coopératif, théoriquement, ce serait une ristourne. C'est
En fait, il faut vraiment distinguer les deux. Je vais juste revenir 2 slides en arrière. C'est une question super importante. Ouais. Vous voyez ici, il y a une flèche grise. Si de ce 10 %-là, il y a un profit qui reste à la fin de l'année, quelque chose qui a été budgété dans le budget, ou s'il y a un profit qui reste, les membres peuvent décider de se le verser de la coopérative, de se le verser sous forme de ristourne, qui a des avantages au niveau de l'imposition. Donc, ces profits-là peuvent être redistribués. Quand on parle de la redistribution du 4 % des jetons, on parle vraiment des détenteurs des jetons, qui peuvent être les membres conducteurs, ou les passagers, mais qui peuvent être aussi également d'autres personnes. Donc ici, on parle d'une redistribution au sens traditionnel du terme, avec les institutions établies. Et ici, on parle avec la technologie de la chaîne de blocs et du jeton. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif. Je veux dire, le membre passager peut être membre de la coopérative, donc bénéficier des ressources de la coopérative, mais peut également détenir des jetons et bénéficier de ce passive income du jeton de Eva. Parce que la coopérative est vraiment l'entité devant la ville, devant le gouvernement, qui représente la manifestation de la technologie dans la communauté en tant que telle. Donc, par exemple, les opérations d'EVA, la première communauté qui existe, c'est la coop de solidarité EVA, qui est enregistrée ici au Québec. Et puis, celle-ci est responsable du marketing, après ça, des dépenses corporatives pour promouvoir et avoir des nouveaux membres, des nouveaux conducteurs. Et puis, à la fin de l'année, c'est vraiment ces profits-là qui sont distribués. Ces coopératives-là, c'est un peu comme les franchises McDonald's, ils ont quand même des normes à respecter. Tu sais, le sel, les frites doivent être salées à tel pourcentage, mais nous, si le service doit être offert d'une telle qualité de service, et ainsi de suite, de respecter l'image de marque, et ainsi de suite. Mais c'est une excellente question, donc il faut vraiment distinguer les deux. J'aimerais savoir, je veux me procurer des jetons, moi. Je vais où? Comment ça fonctionne? Comment la tarification est établie? Pour ce qui est des jetons, ça n'a pas été notre priorité numéro un. En fait, on est allé à contresens. Souvent, les projets de blockchain, c'est l'idée, acheter des jetons, financez-nous, puis on fait l'idée. Nous, on fait l'inverse. On a une idée, on réalise l'idée, il faut qu'elle soit vraiment fonctionnelle, puis soit successful, puis après, on demande des jetons aux gens, puis on les met à discussion. Donc, ils ne sont pas encore disponibles. On travaille vraiment à concrétiser la prise de marché, à travailler notre mise en marché. On est présentement ici au Québec. On est en train d'enrichir une coopérative en Ontario pour le faire. Il y a également des entrepreneurs, des entreprises de microcrédit qui veulent l'implémenter au Burundi, à Bujumbura, en Afrique. D'autres personnes, par exemple, à Pristina, au Kosovo. Donc, il y a tout un roadmap. On est allé présenter le projet à Londres et puis il y avait plusieurs entrepreneurs qui nous disaient « Ah, moi, dans ma ville, ça serait vraiment une initiative qui serait appréciée. » Donc, c'est vraiment dans ce processus-là de décentralisation, il est beaucoup plus facile de s'installer parce que au lieu d'avoir une entreprise qui se dit que certains employés disent toi tu vas aller par exemple au Burundi puis tu vas aller dans ce marché-là puis tu vas créer la compagnie puis après ben, let's go on se part là-bas. Dans un écosystème décentralisé, c'est beaucoup plus efficace parce que c'est des initiatives de des gens locaux qui peuvent utiliser la technologie directement avec leur entreprise. Donc, par exemple, moi, si j'ai une entreprise de taxi en Algérie, je vois Uber, Lyft arriver, je ne sais pas trop quoi faire, puis je n'ai pas les fonds nécessairement pour développer une application, bien, je peux utiliser ce contrat intelligent-là, l'écosystème d'EVA, tant que je respecte le 5 % de frais de transaction qui sont envoyés dans le trésor de l'écosystème. Je peux utiliser l'application gratuitement pour mon entreprise et l'intégrer, décider mon prix par minute, mon prix par kilomètre. Et puis, c'est vraiment... Puis ces gens-là connaissent beaucoup mieux leur marché que n'importe quelle entreprise centralisée qui viennent s'installer dans une ville. Donc, c'est vraiment les avantages eux-mêmes de la décentralisation. Et pour revenir à la question, donc, les jetons, on va commencer la campagne et tout ça à partir, on prévoit là, de l'hiver 2019, donc en 2019. Là, on se concentre vraiment sur la mise en marché. On veut avoir un succès au Québec, d'être encadré. On serait la deuxième entreprise, là, après Uber, à détenir une telle permission, ce qui serait quand même un succès pour une entreprise québécoise. Oui, donc, c'est vraiment notre focus. Justement, à ce niveau-là, ça fait 9 mois que notre projet est déposé au ministère des Transports depuis janvier 2018. Mais avec le changement de gouvernement, on voit vraiment cette ouverture-là. Donc, ouais. Bonjour Bruno. Bonjour. Hey Bruno, enchanté.
enchanté. Ouais. Supposons que j'aimerais avoir une franchise au Brésil ou quelques autres pays. Comment c'est la démarche pour faire ça? Juste peut-être faire une parenthèse, je suis vraiment content de rencontrer Bruno. Bruno a collaboré avec nous autres dans le développement de l'application. Puis c'est drôle, je l'ai jamais rencontré en personne. Je parle en privé, tu sais, tous les jours. Enchanté, Bruno. Ouais, puis, by the way, merci pour les modifications là, sur le site pendant le projet bêta. Tu sais, nous, on était occupés sur plein d'affaires, puis tu es arrivé, puis tu nous as aidés. Là, pour ça, ça a été vraiment apprécié, Bruno. Là, puis c'est de la super bonne job. Donc, pour revenir à la question, là, vraiment, je suis très heureux de te rencontrer. Pour revenir à la question là, sur les franchises, comment ça fonctionne? Là, on est en train de bâtir l'équipe. Évidemment, oui, l'entité centrale EVA, la fondation qu'on appelle, là, elle aura comme devoir d'accompagner les entrepreneurs locaux à étudier le marché, à faire un plan d'affaires, à vraiment s'incruster, à trouver les partenaires financiers, parce que bien entendu, cette coopérative-là, comme nous on fait au Québec, doit avoir ses propres partenaires, doit être autonome financièrement. Et donc, nous, on accompagne ces gens-là. Au début, comment ça fonctionne, c'est un peu plus manuel. C'est vous nous contactez, on reprend contact avec vous, on se rend compte, on regarde les arrimages possibles. Et à partir de là, on regarde, bon, mais c'est quoi les possibilités? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans vos démarches d'entreprendre? Par exemple, vous voulez faire à Salvador de Bahia, au Brésil, vous voulez installer Eva là-bas, parfait. Bon, on commence à travailler, on peut par exemple, faire un prêt, il y a différents mécanismes d'entraide comme ça, mais c'est vraiment de l'intercoopération, là, pour utiliser un mot fancy. Donc, de l'intercoopération là, entre l'entrepreneur local et nous autres qui développons cette technologie-là. Donc, les deux, on est gagnant-gagnant. Tous les entrepreneurs prennent une cote qui est 2 fois plus grosse que ce que tout le reste prend. Donc, c'est un peu ça, parce que c'est vraiment un travail là, qui est bidirectionnel. Là. On va prendre 2 questions et on va rogner un petit peu sur la pause café. J'avais des questions un peu plus techno. La première, c'est les smart contracts, vous les faites en quel langage? Si c'est pas Dans le réseau EOS, qui est le blockchain qu'on utilise, et puis on fait partie là, activement de cette communauté-là en faisant quelques librairies open source. Donc, on a écrit une librairie de cryptographie pour les téléphones mobiles qui a été utilisée par plusieurs personnes pour faire là, des applications de wallet en ligne sur ce réseau-là. Mais pour répondre à la question, c'est en C++ que les contrats intelligents sont écrits. Donc, si vous connaissez Ethereum, le langage était Solidity, qui est un nouveau langage directement pour les contrats intelligents. Mais dans le nouveau réseau EOS, on utilise le langage C++, que plusieurs individus dans le marché connaissent déjà très bien. Et puis, ça se fait super bien. Puis, il y a des gens dans la communauté qui sont en train d'écrire des versions avec un API en Python qui permet de pouvoir écrire des contrats intelligents et de permettre la compilation par la suite en WebAssembly, parce que c'est la version compilée du contrat intelligent qui est déployée sur la chaîne de blocs. Okay. D'où ma deuxième question, en fait, c'est EOS est disponible depuis juin 2018. Donc, je suppose que vous avez commencé avec Ethereum avant. Non, en fait, EOS, ils ont déjà fait le white paper, leur papier blanc était disponible, puis nous, on a commencé à étudier la question là, au mois de janvier. En fait, au début, on étudiait la question et puis on se disait, on ne peut pas faire une application de covoiturage sur Ethereum. Il y a eu déjà 2 tentatives à travers le monde et ça s'est retrouvé à être beaucoup trop lent. Là, on a vu ce nouveau, on a parlé avec des gens à Montréal, on a réseauté et puis on s'est fait parler d'EOS, cette technologie-là qui permettait vraiment de pouvoir de faire du high scalability, une capacité transactionnelle super rapide. En fait, c'était déjà disponible pour les développeurs en test, là, parce qu'il existe des blockchains en production, là, qui sont vraiment les blockchains dans lesquels que les gens utilisent avec de la vraie argent, mais il existe des blockchains de test, et puis ces blockchains-là de test étaient déjà disponibles en janvier dernier. Okay. Donc, vous n'avez pas eu besoin de migrer il y a eu beaucoup de changements à travers le développement parce que le produit n'était pas fini. Fait qu'il fallait s'adapter selon ce que l'équipe qui développait le blockchain changeait à travers le code. Donc, c'était beaucoup de travail de migration. Mais je veux dire, ça continue même en production. Mais c'est ça, là, il a fallu adapter quelques trucs, mais ça se fait bien. Dernière question. Bonjour. Bonjour. Francis, bravo encore Enchanté. pour l'application. En fait, la question, c'est un peu dans le sens de la première question du monsieur. Côté utilisateur,
l'utilisateur qui l'utilise pour payer, est-ce qu'il a l'option en fiat, en crypto, disons, moi j'ai des Ethereum, je veux payer, je sais pas, c'est un peu... Pour l'instant, étant donné que c'est le produit minimum viable, donc vraiment un produit de base, l'application là, est très simple. On n'a pas de réservation et d'affaires complexes. C'est A au point B, on a juste mis la carte de crédit. Éventuellement, on veut faire en sorte que les gens qui ont des crypto-monnaies puissent payer, par exemple, leurs courses en Bitcoin. Parce que nous, à l'intérieur de l'application en tant que telle, je veux dire, c'est un blockchain. Donc, il faut représenter ces dollars en fiat, ces dollars de la vieille économie. Donc, à l'intérieur même de l'application, il y a un jeton de commodité, il y a un token qui existe, qui est stable. Et puis, en ce moment, on a créé un échange qui permet de recevoir les paiements par carte de crédit et puis de l'échanger avec ce jeton de commodité-là qui est échangé dans la plateforme. Et puis, les paiements par carte de crédit en ce moment, dans cet échange-là qu'on a créé, est le seul paiement qu'on peut recevoir, mais éventuellement, on va pouvoir prendre des paiements par Bitcoin, par Ethereum, parce qu'il n'y a pas encore d'échange décentralisé qui fonctionne directement en faisant de l'inter-blockchain communication, parce qu'en ce moment, les blockchains sont comme un peu des réseaux fermés. On n'a pas le choix d'avoir des entités centralisées pour les faire communiquer les uns avec les autres. Donc, nous, dans notre échange, éventuellement, là, dans le prochain 6 mois, il est prévu de pouvoir, au lieu de prendre juste le paiement par carte de crédit, de pouvoir prendre un paiement en Bitcoin, en Ethereum. Donc, c'est une super bonne question, puis c'est quelque chose qui va être implanté parce qu'on est dans un système de crypto-monnaie, puis on veut encourager le paiement par crypto-monnaie. Mais dans l'idée que ma grand-mère puisse utiliser l'application, on ne voulait pas que ce soit la seule méthode de paiement et la première méthode de paiement parce que commencer à expliquer à ma grand-mère comment acheter des bitcoins. Après ça, il faut que tu les convertisses dans le blockchain EOS, dans un échange, l'envoyer là. Puis après ça, d'exécuter dans la ligne de commande ou dans un utilisateur avec son wallet, dans le smart contract pour convertir ça. Je veux dire, ça faisait beaucoup d'étapes manuelles qui auraient fait qu'elle n'aurait juste pas pris de ride dans l'application. Ouais. Je disais aussi un peu ça parce que il y a plusieurs personnes, justement, et je suis d'accord avec ce que tu dis, qui vivent presque plus avec du fiat. Ils utilisent juste des cryptos. Okay. Merci pour la question. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler sur le long terme. Peut-être sur un mot de la fin, peut-être deux choses que vous voulez que vous reteniez. D'abord, télécharger l'application. Comme je disais, si vous pouvez la rater. C'est super important pour nous autres parce que mon jeune pousse québécoise, ayons notre premier public au Québec, mais également aller nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très actifs. C'est quand même intéressant. Par exemple, on va vous parler tantôt de l'émission des jetons. Mais ceci va être distribué, va être communiqué sur les réseaux sociaux, Telegram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Reddit, Steemit, Medium. Donc, c'est le fun de pouvoir regarder cette communication-là, puis on reste vraiment très ouvert, même après, si vous avez des questions, ou même virtuellement. Là. Puis, si vous êtes développeur ou vous avez des idées ou vous voulez participer, vous avez des questions, on a aussi là, un groupe Telegram qui environ là, approche bientôt les 200 personnes, qui est vraiment comme un canal de communication ouvert dans lequel là, on communique tous ensemble. Et puis, il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui sont excités par ce projet-là. Et puis, on jase ensemble. C'est super, vous pouvez joindre ça. Puis, vous pouvez aussi là, nous communiquer. Puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci.